Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Charlotte Leduc de nous accueillir ici à Metz. C'est un plaisir d'être là après avoir reçu justement Charlotte en décembre. C'était avec Alexis Corbière à Strasbourg pour un meeting sur une réunion publique sur le même thème. Alors, euh, Bastien vient de parler de la loi cadre qu'il a déposée, qu'on a tous co-signée avec le groupe de la France Insoumise début décembre. C'était pour l'anniversaire de la loi de 1905. Donc qui reprend l'ensemble du livret laïcité qui est rattaché au programme de la France Insoumise L'avenir en commun et qui explique comment à la France Insoumise on souhaite pouvoir faire progresser la laïcité, mais la vraie laïcité, celle que vient de décrire Bastien, et pas le dévoiement qui en est fait depuis une bonne trentaine d'années. Ça a été dit, comment on souhaite déployer la laïcité, et singulièrement en Alsace et en Moselle, puisque là, il y a un petit peu plus de chemin à parcourir pour déplacer les curseurs avec donc notamment le Concordat, mais pas que le Concordat, puisqu'on va aborder les autres dispositions qui ne correspondent pas à la loi de 1905 et qui pourtant ne proviennent pas en Alsace et en Moselle du Concordat. On va aborder notamment la loi Falloux. Alors, je parlais de l'anniversaire de la loi de 1905. On fête aussi cette année, en tout cas cette année marque aussi un anniversaire en Alsace et en Moselle. 2024, c'est justement l'anniversaire de la transcription en droit du droit local, de la création du droit local par le cartel des gauches en 1924. Et avant de parler de la proposition de loi qu'on a travaillé avec Charlotte Leduc et qu'on a déposée aujourd'hui sur l'enseignement religieux à l'école, je voudrais juste revenir sur cette transition entre la chronologie, le moment où s'est arrêté Bastien, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, et donc la sortie de la Première Guerre mondiale, pour voir un petit peu comment s'est composé ce droit local de Moselle et d'Alsace. Alors au sortir de la Première Guerre mondiale, donc en 1918, par le traité de Versailles, l'Alsace et la Moselle redeviennent françaises après 49 ans sous l'Empire allemand. Et donc pendant cette période de domination allemande, Bastien l'a dit, toute une série de lois, il y a eu différents mouvements législatifs quelque part, puisque toute une série de lois ont été promulguées en Alsace-Moselle, donc séparées de la France. Dans le même temps, un corpus de lois françaises qui étaient datées d'avant 1870 ont été conservées localement. Et de nombreuses lois ont aussi été promulguées sur le territoire français, donc en République, dont la fameuse loi de 1905 qu'a largement abordé Bastien, de séparation des églises et de l'État, mais aussi les lois sur l'école d'un certain Jules Ferry en 1880-81, dont, on va le voir, ne bénéficie pas tout à fait. En tout cas, le dispositif de la loi Falloux a été conservé en Alsace et en Moselle, puisqu'en 1880, ça a été dit, nous n'étions pas dans la République française. Alors, les élections législatives de 1919, tout de suite après la réintégration de l'Alsace et de la Moselle, voient la victoire de ce qu'on appelait le bloc national. Donc c'était un bloc qui comprenait des centristes et des conservateurs, donc une ligne à droite, une majorité de droite, et l'option d'appliquer entièrement la loi française directement en Moselle et en Alsace après la réintégration de ces trois départements était alors privilégiée par le gouvernement, mais c'est rapidement heurté à une forte opposition populaire. Il faut savoir qu'à l'intérieur de ce bloc national, il y avait donc des centristes avec des velléités justement laïques, mais également une forte influence de la fédération républicaine, qui était la droite conservatrice chrétienne, et qui, elle, notamment par les élus qui venaient des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, eh bien, tenait à maintenir les dispositions spécifiques de ce qui ne s'appelait pas encore le droit local, mais donc qui était en tout cas, qui faisait loi en Alsace et en Moselle, et qui ne souhaitait pas voir la loi française s'appliquer intégralement. Donc, je le disais, de nombreux élus alsaciens et mosellans s'opposent à la suppression du droit appliqué localement pour
des raisons bien souvent religieuses, pour ce qui est en tout cas de la droite chrétienne conservatrice. C'est le cas d'un certain Robert Schuman, qui était, lui, à l'époque, candidat de l'Union républicaine Lorraine, et qui a été prédécesseur de Charlotte Leduc, puisqu'elle a été députée de Moselle. Vous le savez beaucoup mieux que nous. Elle est mieux quand même. Pardon? Elle est mieux quand même. Ouais, vous avez gagné au change. Moi, j'aurais dit aussi. Je ne veux pas d'être béatifié. On verra si Charlotte sera béatifiée. En tout cas, donc, Robert Schuman fait pression de manière très importante lors des débats à l'Assemblée nationale qui visaient à introduire la loi française intégralement en Alsace et en Moselle dès la réintégration de ces trois départements. Il a dit d'ailleurs, bon, un petit peu plus tard, en 1925, il a dit à l'Assemblée que l'école laïque, c'est une grande machine à déchristianiser la France. Donc Robert Schuman souhaitait que la France reste christianisée. En tout cas, voilà, donc avec les élus locaux, eh bien, la pression est suffisamment forte pour que ce gouvernement du bloc national recule. Et c'est en 1924 que la gauche unie l'emporte. À l'époque, on appelait cette union de la gauche le cartel des gauches, composé de radicaux, de certains membres de la SFIO, de la SFIC et également des républicains socialistes. Ce cartel des gauches l'emporte largement. Et c'est Édouard Herriot qui devient chef du gouvernement, et il s'attelle au sujet de la laïcisation des lois d'Alsace-Moselle, et tout particulièrement dans le domaine scolaire. Donc là, la gauche laïque va s'atteler au fait de pouvoir revenir sur ces dispositions qui ne correspondent pas à l'application de la loi de 1905 sur nos trois départements. Mais à nouveau, et j'allais dire à plus forte raison encore, pour le coup, le cartel des gauches va se confronter à une très forte mobilisation de la population, une vague de contestation massive dans nos départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Et donc, ces contestations d'une population qui reste attachée, d'une part, au concordat, mais plus largement aux dispositions avantageuses des lois en vigueur, eh bien, cette population est également, il faut bien le dire, poussée, encouragée, mobilisée par un clergé qui est encore très très fort dans nos trois départements, et donc une influence très puissante qui pousse la population à descendre dans la rue, à se mobiliser et à défendre les dispositions concordataires, bien sûr, au premier rang desquels, en tout cas pour les représentants des cultes, eh bien, le salariat pour les représentants des cultes. Donc il y a eu d'ailleurs quelque part une instrumentalisation, ou en tout cas une utilisation de la population et de l'influence que pouvait avoir l'Église sur les paroissiens, sur les pratiquantes et les pratiquants, pour leur demander de se battre pour conserver leurs avantages, mais en faisant cela, eh bien, on bloquait aussi la situation pour ce qui est des reculs éventuels, ou en tout cas des gains en termes de séparation des églises et de l'État que la gauche souhaitait atteindre et qui, en fait, n'ont pas pu être atteints en totalité, puisque face au risque de révolte, la gauche a dû temporiser, a dû se rétracter, a dû reculer sur certains points et a démarré un travail quelque part à la carte, loi par loi, thématique par thématique, en reprenant l'ensemble des sources différentes de ce droit particulier de Moselle et d'Alsace, et pour chacune des thématiques législatives, en remplaçant parfois la législation locale par ce qui se faisait en République, donc en France, par la législation générale, parfois en maintenant le particularisme local, selon le thème, ou parfois même en créant une loi de toute pièce qui supplantait les dispositions qui étaient valables à la fois en France de l'intérieur, comme on dit. Vous dites ici, vous dites aussi ici la France de l'intérieur. Vous dites aussi en Moselle la France de l'intérieur pour. Voilà. Bon, bah, donc, voilà. Un peu moins peut-être qu'en Alsace. En tout cas, bon, vous savez qu'en Alsace on dit la France de l'intérieur. Bon, Moselle aussi, elles sont pas. Pardon?
En Moselle aussi. En Moselle aussi, on dit la France de l'intérieur. Bon ben voilà. Donc j'allais dire les dispositions qui étaient valables en France de l'intérieur, donc des lois qui ont été créées sur mesure spécifiquement en mode compromis, en compromis pour pouvoir avancer et pour pouvoir contenir les révoltes. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des velléités autonomistes qui étaient très fortes. Donc derrière ces révoltes, il y avait aussi tout un courant autonomiste après le retour des 3 départements en France. Et c'était aussi pour contrôler ces velléités autonomistes, y compris poussées par des élus, des députés élus ici en Moselle et en Alsace, et bien qui eux-mêmes ont renoncé à leur demande autonomiste, d'autonomie ou de plus d'autonomie, en échange justement de la négociation point par point de ce droit local. Alors c'est comme ça qu'on se retrouve avec un petit peu un droit, on va dire, à ma guise, un droit à la carte, mais dans lequel le cartel des gauches a reculé sur la question de l'école totalement laïque et donc a maintenu les dispositions qui contiennent l'enseignement religieux à l'école. Alors, je le disais effectivement, abandon des velléités autonomistes de certains élus. On pourrait reprocher au cartel des gauches de ne pas être allé assez loin en matière de laïcité, mais encore une fois, cette question de l'enseignement religieux a été utilisée aussi par le clergé pour monter la population contre le gouvernement à Paris, pour protéger, je l'ai dit, une disposition encore plus importante aux yeux du clergé, c'était le salariat des représentants des cultes. Et donc ce droit local négocié, il contient quoi? Il contient des lois allemandes qui ont été votées à partir de 1870, d'ailleurs certains textes ont été conservés tels quels et sont toujours applicables aujourd'hui. Il contient des lois votées par des organes locaux du Land, d'Alsace-Lothringen, donc d'Alsace-Lorraine, lors de la période allemande, puisque vous savez que en Allemagne, eh bien, les Länder légifèrent aussi, et donc certaines lois provenaient du Land d'Alsace-Lorraine lors de la période allemande, pas nécessairement des lois de l'Empire. Des lois françaises, donc contient également des lois françaises intervenues après 1918, mais applicables uniquement aux 3 départements, ça c'est les fameuses lois de compromis, et également des lois françaises d'avant 1870, maintenues par l'administration allemande, mais qui avaient été supprimées entre-temps en France, donc on l'a dit, la loi de 1905, mais la loi Fallou, qui datait de 1850, vous l'avez dit monsieur, Deuxième République, qui a été abrogée en 1881 en France par Jules Ferry avec l'école laïque obligatoire et gratuite. Donc l'enseignement religieux, contrairement à une erreur qu'on fait assez souvent, n'est pas contenu dans l'enseignement religieux à l'école, n'est pas contenu dans le concordat, mais découle de la pérennisation de la loi Fallou, qui dispose que l'enseignement primaire comprend l'instruction morale et religieuse. Voilà. Donc, c'est avec cette négociation de ce point-là qu'a été créé le statut scolaire spécifique en Alsace et en Moselle. Et c'est à ce statut scolaire spécifique que la proposition de loi que Charlotte et moi avons travaillé s'attelle. C'est à ce statut scolaire spécifique qu'on souhaite apporter des modifications. Vous savez que, si on prend l'école élémentaire, sur le territoire, sur l'ensemble du territoire de la République, le programme par semaine, c'est 24 heures. 24 heures d'enseignement de savoir, en principe, pour les élèves, pour l'ensemble des élèves sur le territoire de la République, sauf en Moselle et en Alsace, puisqu'en Moselle et en Alsace, c'est 24 heures moins une. Un programme dimensionné pour 24 heures est dispensé ici en 23 heures, puisqu'il y a une heure qui est dédiée à ce fameux enseignement religieux. Vous savez qu'il peut y avoir une dispense, il y a de plus en plus de dispenses, on va voir les chiffres juste après. Il peut y avoir une dispense, mais même si les parents décident pour leurs enfants de ne pas leur faire suivre le cours de religion, mais plutôt un cours de MC, d'enseignement moral et civique, eh bien, malgré tout, cette heure d'enseignement de savoir est déduite. Donc vous avez, sur l'ensemble de l'école élémentaire, 180 heures en moins pour les élèves d'Alsace et de Moselle en école élémentaire. 180 heures en 5 ans.
il y a une autre problématique, c'est le fait que les enseignants, et ça nous a été remonté bien souvent, les enseignants, lorsque les élèves sont dispensés de cet enseignement religieux, eh ben, ne savent pas nécessairement quoi faire pendant l'heure du coup, qui est rendue disponible pour les enfants qui ne font pas religion. Alors, école par école, la direction indique parfois, prenez dans le module de MC, enseignement moral et civique. Sauf que l'enseignement moral et civique, c'est une heure du tronc commun aussi, dans le cadre du programme de 24 heures. Donc, les élèves qui ne font pas religion, si l'enseignant ou l'enseignante décide de prendre un bout du programme de MC pour les occuper pendant cette heure-là, eh bien, ça veut dire que ceux qui font religion vont louper une partie du programme de MC. Ou alors, si on refait aux enfants qui faisaient religion lorsqu'ils arrivent en MC la même chose, ça fera doublon pour ceux qui étaient en MC. Donc, vous voyez, c'est une problématique aussi qui fait que pour les enseignantes et les enseignants, eh bien, il y a quelque chose de pas clair. Et on a même appris, en travaillant sur cette loi, a priori, Charlotte sûrement sans doute, mais qu'en Moselle, c'est encore moins clair parce que bien souvent, il n'y a juste rien qui est proposé aux élèves qui ne font pas religion. Voilà, ils ne font rien. Donc, parfois, je ne sais pas, jeux de société ou bien bibliothèque, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. On ne peut pas considérer, pour ce qui est de l'égalité du temps scolaire pour l'ensemble des élèves en République, mais on ne peut pas considérer que ça ne pose pas de problème, qu'il y ait une heure de moins pour les élèves ici en Moselle et en Alsace. Alors, cette proposition de loi, on l'a travaillée avec un collectif qui s'appelle Laïcité d'accord. Eh bien, elle propose une étape pour aller vers l'application de la loi cadre proposée par Bastien Lachaud et co-signée par l'ensemble du groupe, qui est la laïcité sur l'ensemble du territoire de la République en tout domaine. Cette étape propose de dire que cette heure d'enseignement religieux doit sortir du tronc commun. Il faut sacraliser, c'est peut-être pas le bon mot, sacraliser du coup, mais il faut en tout cas garantir que pour tous les élèves en République, eh bien, le temps d'enseignement de savoir soit le même partout, que les enseignants puissent disposer du même nombre d'heures dans toutes les sections, et qu'il n'y ait pas comme ça des heures flottantes qu'on ne sait pas comment parfois occuper lorsque les élèves sont dispensés d'enseignement religieux. Et donc l'idée, voilà, c'est de proposer que, comme une étape, on grave dans la loi le fait que le temps scolaire est le même pour tout le monde sur l'ensemble de la République. En tolérant, dans une période de transition, que éventuellement un enseignement religieux puisse être proposé de manière facultative. C'est une tolérance qui est déduite du fait qu'on part de l'idée qu'on part du temps, de l'égalité du temps scolaire pour l'ensemble des élèves. Donc de fait, on bloque les 24 heures, et puis après, dans le cadre d'une étape, eh bien, cette heure de religion pourrait éventuellement demeurer facultative. Ce n'est pas du tout la destination du projet qu'on souhaite mettre en place, ce n'est pas la destination, c'est pas le point d'arrivée, mais c'est une étape. Et pourquoi on a conçu ça comme ça? On a conçu, encore une fois, je disais, c'est avec notamment le collectif Laïcité d'accord, qui contient notamment la FCPE, mais d'autres partenaires aussi, d'autres membres. Eh bien, l'idée, c'est de mettre nos adversaires politiques, ou en tout cas les tenants de la défense du concordat, comme ils le disent. Moi, j'avais, parenthèse, mon adversaire, le député sortant, Sylvain Waserman, dans ma circonscription, avait dit à l'entre-deux tours que le deuxième tour sera un référendum pour ou contre le concordat. Il avait fait d'ailleurs une manifestation le vendredi, juste avant le deuxième tour. Il y avait une banderole « Sauvons le concordat ». Ils étaient une quinzaine derrière, lui et son équipe. Et puis, il disait, on est dans un quartier ici qui tient beaucoup au concordat, donc on va sauver le concordat. Bon, en l'occurrence, le référendum a amené un résultat qui n'aurait... Voilà, on était plutôt content du résultat du référendum, c'est moi qui l'ai battu. Mais en l'occurrence, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà, donc, cette proposition de loi permet une étape pour que les adversaires, ceux qui se disent défenseurs du concordat, viennent nous expliquer dans quelle mesure ils défendent l'inégalité du temps scolaire. Puisque la manière dont la proposition de loi est montée obligera à ceux qui ne la voteraient pas
eh bien de dire non, nous souhaitons que les élèves en Moselle et en Alsace, en école élémentaire, aient 180 heures d'enseignement de savoir en moins. Nous souhaitons que les enseignants soient devant des élèves et ne savent pas quoi leur faire faire pendant 1 heure, ou alors leur fassent faire des doublons avec les autres qui font également enseignement moral et civique. Donc c'est une manière de les faire sortir du bois, et c'est une manière de mettre en évidence le fait que la défense de la laïcité est dévoyée par ce qu'expliquait Bastien Lachaud, par une extrême droite et dont l'approche se répand de plus en plus dans un spectre de plus en plus large du panel de l'Assemblée nationale, eh bien, c'est une laïcité à 2 vitesses. Nous souhaitons les mettre face à leurs responsabilités et leur dire, chiche, vous êtes pour une école 100% laïque, eh bien, commençons au moins par garantir un tronc commun et le fait que les élèves aient un temps scolaire égal. Si vous défendez ça, trouvez-nous des arguments. On attend de voir les arguments qui pourraient avoir face à nous. Il faut savoir de toute façon que l'enseignement, les dispenses deviennent majoritaires, les dispenses d'enseignement religieux, puisque si on prend l'Académie de Strasbourg, par exemple, en 2006, c'était 71% des élèves à l'école élémentaire qui suivaient l'enseignement religieux. En 2021, c'est plus que 45%. C'est même un peu moins aujourd'hui encore. Et si on cumule l'ensemble de la Moselle et de l'Alsace, si on met Moselle plus Alsace, dans les collèges, c'était 50% des élèves des collégiens en 2007 et c'est plus que 12% en 2023. Donc il y a 6% en Moselle. C'est 6 ou 7 en Moselle. Ah ouais, donc un peu plus en Alsace alors. Ouais. Donc voilà, donc on voit bien à quel point. Et cette proposition de loi, si on arrive à l'appliquer, pourquoi pas dans le cadre d'une niche parlementaire, parce que c'est une proposition de loi avec un format très court, qui pourrait éventuellement être proposée sur une niche parlementaire, on va potentiellement y travailler. En tout cas, cette proposition de loi pourrait permettre de déplacer le curseur encore plus loin et de faire en sorte que finalement cette heure d'enseignement religieux finisse par péricliter complètement. Voilà, donc je termine en disant que un des motifs qui avait déclenché pour Charlotte et moi le fait de travailler aussi, de proposer cette proposition de loi, de travailler à cette proposition de loi, c'était un tweet de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui avait dit, c'était au printemps dernier, je crois, je veux une école 100% laïque, je ne veux plus de ramadan à l'école. Donc, alors, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire par là, je ne sais pas si elle imaginait des systèmes d'entonnoir ou pour forcer les collégiens ou les gamins, je ne sais pas, à boire ou à se nourrir aux heures où elle souhaitait qu'ils se nourrissent. Enfin bon, je ne veux plus de ramadan à l'école. Ça montre bien, ça va dans le sens de ce que disait Bastien tout à l'heure. Puis on a vu les abayas à la rentrée, etc. Enfin, on voit bien à quel point c'est toujours la même religion qui est ciblée par cette définition dévoyée de la laïcité. Et donc, pour terminer, avec cette proposition de loi, on applique tout simplement les recommandations de l'Observatoire de la laïcité qui, en mai 2015, disait sur le régime, sur l'enseignement religieux en Alsace-Moselle, il disait « Il faut placer l'enseignement religieux en supplément du temps scolaire commun pour ne pas priver les élèves d'1 heure d'enseignement de savoir ». Ça, c'est l'Observatoire de la laïcité. Et puis un tout petit peu plus récemment, 1 an plus tard, c'était une ministre de l'Éducation qui s'appelle toujours Najat Vallaud-Belkacem. En 2016, elle disait « On ne peut pas détourner les yeux de ce problème », donc le problème du fait que l'enseignement religieux est intégré dans le tronc commun, on ne peut pas détourner les yeux de ce problème ou le laisser sans solution. Et bien voilà, donc chiche, nous, on a pensé que c'était bien de ne pas le laisser sans solution. Il y a une solution, c'est notre proposition de loi, et on va faire en sorte qu'elle puisse être examinée et pourquoi pas votée. Merci à vous.